Bonjour et bienvenue pour cette exploration. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet vraiment d'actualité dans le monde pro, l'entretien vidéo. C'est de plus en plus fréquent, ça offre pas mal de flexibilité, c'est vrai, mais soyons clairs, ça pose aussi plein de questions sur comment bien s'y prendre, quoi. Justement, on a mis la main sur un guide de formation par LRDCIP. Il est censé nous aider à y voir plus clair sur cette préparation. Notre but aujourd'hui, c'est simple. On va décortiquer ce guide ensemble, extraire les conseils clés, les astuces pratiques, pour que cet exercice, parfois un peu stressant, devienne une vraie chance de se montrer sous son meilleur jour. Alors, c'est parti, on plonge dans ce guide pour aborder ces entretiens avec plus de confiance. Oui, excellente idée. Parce que la préparation d'un entretien vidéo, comme le souligne bien le guide d'ailleurs, c'est c'est beaucoup plus qu'on imagine au premier abord. C'est pas juste vérifier sa connexion Internet, quoi. C'est un mélange assez fin entre la technique, la façon dont on se présente, et puis aussi la compréhension de l'opportunité de l'entreprise. Chaque détail compte, vraiment. Ok, alors, commençons par le début. Ce qui génère souvent le plus d'appréhension, la technique. Le guide insiste pas mal là-dessus, j'ai vu. On a tous cette petite voix qui dit «Est-ce que mon micro va marcher?» Et si ça coupe en plein milieu? Attaquons cette base technique pour évacuer ce premier stress. Oui, c'est fondamental. Et ce qui est intéressant dans l'approche du guide, c'est que maîtriser la technique, c'est pas juste pour éviter les problèmes. C'est déjà un message qu'on envoie. Un message de sérieux, d'organisation, de respect aussi pour le temps du recruteur. Une connexion qui saute, une image floue, ça peut être interprété, même inconsciemment, comme un manque de préparation, voire d'intérêt. Le guide détaille plusieurs points là-dessus. D'abord, le matériel. L'ordi ou la tablette, bon, faut qu'il soit chargé, prêt à l'emploi. La caméra. Un détail simple, mais le guide le mentionne, vérifier qu'elle est propre. Une petite trace de doigt et hop, l'image est floue. Ça fait négliger. Et bien sûr, vérifier qu'elle fonctionne. Faire un petit test rapide avec quelqu'un. Ah oui, ça c'est clair, cette vérification, ça enlève déjà une grosse épine du pied. Et le son? Le guide insiste beaucoup sur le son, j'ai remarqué. Il recommande même un micro externe. Pourquoi cette insistance d'après la source? Ben, l'idée derrière, c'est la clarté de la communication, tout simplement. Les micros intégrés des portables, ils captent souvent tous les bruits autour. Le ventilo de l'ordi, les clics du clavier si on tape des notes, l'écho de la pièce. Un son de mauvaise qualité, ça force le recruteur à tendre l'oreille, ça peut le fatiguer, le distraire, et surtout, ça peut nuire à la compréhension de ce qu'on dit. Alors qu'un micro externe, même un truc simple comme celui des écouteurs de smartphone, c'est souvent plus directionnel, plus près de la bouche. Ça donne un son plus net, plus pro. C'est un petit investissement pour un gros gain de confort et de clarté pour l'autre personne. C'est un très bon point, ça. On pense souvent à l'image, mais le son, c'est peut-être même plus important pour que ça reste fluide, hein. Ensuite, le guide parle de la connexion Internet, la fameuse bête noire potentielle. Effectivement, tester sa connexion, c'est la base. Mais le guide va plus loin. Il recommande, si c'est possible, une connexion filaire, avec un câble Ethernet, plutôt que le Wi-Fi. La raison est simple, la stabilité. Le Wi-Fi, bon, c'est pratique, mais c'est sensible aux interférences, les autres appareils, les murs, la distance de la box. Le débit peut varier. Une connexion par câble, c'est généralement plus constant, moins de risques de micro-coupures, d'images qui se figent. C'est un peu comme choisir l'autoroute plutôt qu'une petite route pour un rendez-vous important, quoi. On limite les imprévus. Si le câble, c'est pas possible, alors oui, il faut se mettre le plus près possible de la box et peut-être demander aux autres à la maison de limiter un peu leur utilisation d'Internet pendant l'entretien. Guide mentionne aussi de se familiariser avec le logiciel utilisé. Zoom, Teams, Google Meet, parfois même WhatsApp c'est cité. Il y en a plusieurs. Oui, et chaque plateforme a ses petites manies, on va dire. Le guide conseille vraiment de ne pas découvrir l'outil 5 minutes avant. Faut l'installer avant, créer un compte si besoin, et surtout, faire un test complet. Vérifier les paramètres audio, quel micro, quels haut-parleurs sont actifs. Pareil pour la vidéo, la bonne caméra, la qualité de l'image. Repérer aussi les boutons importants. Comment couper son micro rapidement, le fameux mute, comment partager son écran si jamais on doit montrer quelque chose. Savoir où cliquer, ça évite les petits blancs gênants et ça montre qu'on est à l'aise avec ces outils qui sont courants maintenant. Donc toute cette partie technique, si elle est bien maîtrisée, ça permet de se libérer l'esprit pour le reste, pour le fond de l'échange. C'est la base, indispensable. Une fois cette base technique solide, le guide nous amène à penser à l'environnement, l'endroit où on va passer cet entretien. C'est ça, c'est le deuxième niveau de préparation.
Et c'est tout aussi important, je dirais même révélateur. L'image qu'on renvoie à l'écran, notre arrière-plan, ça parle pour nous avant même qu'on dise un mot. Le guide souligne bien l'impact psychologique de l'arrière-plan et de la lumière. Un espace en désordre, trop perso ou un peu chaotique, ça peut distraire le recruteur et donner une image de négligence ou de manque d'organisation. Donc le guide recommande un endroit calme, ça c'est logique pour éviter les bruits, mais pour le visuel, c'est quoi les conseils précis? Un arrière-plan neutre et pro, c'est mentionné. Ça veut dire quoi concrètement? Concrètement, neutre et pro, ça veut dire un arrière-plan qui vole pas la vedette au candidat. Idéalement, un mur uni couleur sobre. Ou une bibliothèque, mais bien rangée, hein, pas des piles de trucs qui menacent de tomber. Une plante verte discrète, ça passe bien aussi. Faut éviter les éléments trop personnels ou qui pourraient être, disons, clivants. Des posters de groupe, des photos de vacances très visibles, des collections. L'idée, c'est que le regard du recruteur reste sur le visage, les expressions, pas sur les détails de la déco. Le guide met aussi en garde contre les arrière-plans virtuels. C'est tentant, mais parfois le découpage est pas terrible, ça fait pas naturel et ça peut même être vu comme un manque d'authenticité, comme si on voulait cacher quelque chose. Mieux vaut un vrai fond, simple et maîtrisé. Intéressant cette nuance sur les fonds virtuels. Et l'éclairage? Le guide est assez précis là-dessus aussi. Se mettre face à la lumière? Oui, c'est essentiel, pour la qualité de l'image et pour la perception. Si on se met dos à une fenêtre, c'est le contre-jour assuré. Le visage est tout sombre, difficile à voir. À l'inverse, une lumière qui vient juste du dessus, ça peut créer des ombres pas très flatteuses. L'idéal, d'après le guide, c'est d'avoir la source de lumière principale, fenêtre ou lampe, face à soi, un peu au-dessus du niveau des yeux. Ça éclaire le visage de façon uniforme, ouverte. Si la lumière naturelle est pas top ou vient du mauvais côté, une simple lampe de bureau derrière l'ordi, avec une lumière douce vers le visage, ça peut faire toute la différence. Faut faire un test vidéo avant pour juger et ajuster. Oui, ces petits réglages lumière, ça peut vraiment changer la présence à l'écran. Et le guide n'oublie pas les distractions potentielles autres que visuelles. Non, et ça, c'est crucial pour rester concentré et pro. Le guide insiste sur deux types de distractions. D'abord les humaines, prévenir la famille, les colocs, de l'heure et de la durée de l'entretien. Mettre un mot sur la porte s'il faut. Ensuite, les distractions numériques. Le téléphone en silencieux et hors de vue pour pas être tenté de regarder les notifs. Sur l'ordi, fermer toutes les applis qui servent à rien, les onglets internet inutiles. Et surtout, couper les notifications email, messagerie. Un petit bip ou une fenêtre qui s'ouvre pendant qu'on répond, ça casse la concentration et ça donne l'impression qu'on n'est pas focalisé. En gros, créer une bulle de calme et de professionnalisme. Technique, environnement, ça pose le décor. Parlons maintenant de la préparation personnelle, de l'humain derrière l'écran. C'est le troisième pilier et il est tout aussi décisif. Parce qu'avec la meilleure technique et le décor parfait, c'est quand même la personne qui communique. Et cette préparation personnelle s'ajoute directement sur la confiance et sur comment le message passe. Le guide commence par la tenue vestimentaire. Le conseil a l'air simple, s'habiller comme pour un entretien en vrai. Mais pourquoi c'est si important? Même si on voit que le haut du corps, le guide donne des raisons. Oui, il y a une dimension psychologique importante. S'habiller de manière pro, de la tête aux pieds, oui, même le bas et les chaussures qu'on voit pas. Ça aide à se mettre dans le bon état d'esprit, dans la posture mentale de l'entretien. On se sent plus sérieux, plus en fonction. Ça peut paraître bête, mais ça influence l'attitude, la confiance. Le guide conseille de choisir des vêtements où on se sent bien et qui donnent une image soignée, adaptée aussi à la culture de l'entreprise si on la connaît. Éviter peut-être les motifs trop chargés ou les couleurs trop flashy qui peuvent mal passer à la caméra ou distraire. Les couleurs unies, sobres, c'est souvent une valeur sûre. C'est vrai que l'habit peut influencer l'état d'esprit. Et ensuite, le langage corporel. Gros défi en visio où on voit pas grand-chose du corps. Perte. Éviter de s'avachir ou de se balancer. Une posture droite, ça dégage de l'assurance, de l'engagement. Ensuite, les gestes. Des mouvements de main modérés, ça peut aider à rendre le discours plus vivant. Mais attention à pas agiter les mains trop près de la caméra ou de façon excessive. Et le plus important, le guide insiste vraiment beaucoup là-dessus, c'est le contact visuel. Ah oui, le fameux truc de regarder la caméra et pas l'écran. C'est contre-intuitif, mais c'est la clé, non? Absolument fondamental. Notre réflexe, c'est de regarder l'image de la personne sur l'écran. Mais pour elle, ça donne l'impression qu'on regarde ailleurs, souvent en bas. En fixant régulièrement le petit objectif de la caméra, on simule un contact visuel direct. C'est ça qui crée la connexion, le sentiment d'être regardé dans les yeux. Ça demande un effort au début, c'est sûr, mais c'est crucial pour créer le lien.
Le guide suggère de s'entraîner à jongler, regarder la caméra quand on parle et jeter des coups d'œil rapides à l'écran pour voir les réactions de l'autre. Et bien sûr, le sourire. Un sourire sincère au bon moment, ça humanise l'échange, ça transmet une bonne énergie. C'est une vraie gymnastique du regard, ce point technique du langage corporel, à ne pas négliger. Le guide parle aussi de pratique, de répétition. Oui, la pratique, c'est essentiel pour que tout ça devienne plus naturel, plus fluide. Le guide recommande de s'entraîner à répondre aux questions classiques d'entretien. On peut le faire seul, devant un miroir, ou en s'enregistrant, c'est pas mal pour analyser après sa posture, son regard, son débit. Encore mieux, faire une simulation avec un ami, un proche ou un conseiller carrière. Avoir un retour extérieur sur sa performance, sur le fond comme sur la forme. Clarté, langage corporel, gestion du temps de parole, c'est hyper précieux. Cet entraînement, ça permet d'affiner ses réponses, mais aussi de réduire l'anxiété le jour J. On se sent plus sûr de soi. Technique, environnement, présentation. On a couvert l'aspect mise en scène. Mais l'entretien, c'est d'abord un échange sur le fond. Le guide aborde la préparation du contenu, justement. Effectivement. Et là, on passe de la forme au fond, même si les deux sont très liés. Le guide souligne que la préparation la plus efficace, elle commence bien avant l'entretien, par une recherche stratégique vraiment approfondie sur l'entreprise et sur le poste. C'est ça qui permet de personnaliser sa candidature, ses réponses, de montrer qu'on n'est pas là par hasard. Et cette recherche, ça implique quoi concrètement, d'après le guide? Il s'agit d'aller plus loin que la page d'accueil du site web, quoi. Le guide suggère de creuser pour comprendre la culture de l'entreprise, c'est quoi l'ambiance décrite, c'est les valeurs mises en avant. Ses actualités récentes aussi, nouveaux produits, projets, ce qu'on dit d'elle dans la presse. Regarder les profils LinkedIn des employés, du manager si on le connaît, ça peut donner des indices. Comprendre les produits, les services, c'est la base évidemment. Toute cette connaissance, ça ne sert pas juste à répondre à la question « Que savez-vous de nous ?», mais ça permet d'intégrer des éléments concrets dans toutes ces réponses, pour montrer qu'on a fait le travail et qu'on comprend où on met les pieds. Et cette recherche doit aller de pair avec une analyse précise du poste lui-même, j'imagine? Exactement. Le guide insiste là-dessus. Faut décortiquer la description de poste, repérer les compétences clés, techniques, les hard skills, et comportementales, les soft skills, celles qui sont demandées explicitement, mais aussi celles qu'on devine entre les lignes. Identifier les missions principales. Ça permet ensuite de préparer des exemples concrets de ses propres expériences qui montrent qu'on a ces compétences, qu'on a déjà géré des situations similaires. C'est ce travail d'alignement entre son profil et les besoins du poste qui va rendre les réponses vraiment percutantes. Cette préparation en amont, ça nourrit directement la phase suivante. Anticiper les questions et préparer les réponses. Le guide mentionne les grands classiques. Oui, il y a les incontournables. Parlez-moi de vous, le fameux pitch, pourquoi ce poste, pourquoi notre entreprise, vos qualités, points d'amélioration, où vous voyez-vous dans 5 ans. Le guide conseille de préparer des réponses structurées pour celles-là, en utilisant la méthode STAR, par exemple, situation, tâche, action, résultat, pour illustrer ce qu'on dit avec des faits. Avoir ces réponses prêtes, ça évite d'être pris au dépourvu et ça permet de délivrer un message clair, concis. Mais attention, préparer, ça ne veut pas dire réciter, il faut garder de la spontanéité. C'est tout l'équilibre. Mais le guide souligne aussi l'importance de préparer ses propres questions. Pourquoi c'est si crucial, ça? Parce que ça change complètement la dynamique. Poser des questions pertinentes à la fin ou même pendant, si ça s'y prête, ça montre plusieurs choses. D'abord, un intérêt réel, profond pour le poste et l'entreprise. Ensuite, une démarche proactive, une capacité à réfléchir, ça transforme l'entretien. C'est plus un interrogatoire à sens unique, ça devient une vraie conversation, un échange. Le guide suggère de préparer des questions dont la réponse n'est pas évidente sur le site web. Des questions qui montrent qu'on se projette. Par exemple, quels sont les défis actuels de l'équipe? Comment est la culture managériale dans l'équipe? Y a-t-il des opportunités de formation pour ce poste? Quelles sont les prochaines étapes du recrutement? Préparer 3 à 5 questions de ce genre, c'est une bonne idée. C'est un excellent moyen de montrer son engagement et aussi, comme le guide le dit plus tard, d'évaluer si l'opportunité nous convient vraiment. On arrive maintenant au jour J. Tout est prêt, mais le stress peut quand même monter. Quels sont les derniers conseils pratiques du guide pour gérer ce moment? Le guide donne quelques astuces pour aborder ça plus sereinement. D'abord, la connexion. Faut pas attendre la dernière seconde, se connecter à la plateforme 5-10 minutes avant. Ça permet de revérifier une dernière fois que tout marche, son, vidéo, que le lien est bon, de bien s'installer et de prendre quelques secondes pour souffler avant que l'interlocuteur arrive. Ça évite le coup de stress technique de dernière minute.
Avoir son kit d'entretien à portée de main, c'est recommandé aussi, il me semble. Oui, le guide suggère d'avoir près de soi, mais discrètement, hein, pas sous le nez de la caméra, un carnet, un stylo pour quelques notes clés, mais sans passer son temps la tête baissée à l'écrire, une copie de son CV, au cas où, et peut-être une petite fiche avec les points importants sur l'entreprise et les questions préparées pour le recruteur. Avoir ça sous la main, ça peut rassurer, éviter un trou de mémoire sur un détail. Et au-delà du matériel, le guide parle de l'état d'esprit à avoir. C'est peut-être le conseil le plus important pour le jour J, ça. Le guide invite à se rappeler qu'un entretien, c'est une évaluation mutuelle. Oui, l'entreprise évalue le candidat, mais le candidat évalue aussi l'entreprise, le poste, le manager. Adopter cette perspective, ça aide à rééquilibrer un peu les choses, à réduire la pression. On se sent moins comme un simple examiné. C'est une conversation pour voir s'il y a une bonne adéquation des deux côtés. Respirer calmement avant, pendant, se rappeler sa préparation, ses points forts, et aborder l'échange avec une curiosité sincère. C'est ça qui aide à rester centré et performant. Le calme, ça permet de mieux penser, mais aussi de mieux écouter ce que dit le recruteur, pour prendre sa propre décision. Excellent point. Alors, si on essaie de résumer un peu tout ça, tous ces conseils du guide de formation par LRDCIP, on voit qu'une préparation réussie pour un entretien vidéo, c'est vraiment une approche globale, à 360 degrés. Ça couvre la technique, la mise en scène de l'environnement, le soin qu'on apporte à sa propre présentation, son langage corporel, la recherche de fonds sur l'entreprise et le poste, l'anticipation des questions et des réponses, et puis la gestion du moment M, le jour J, c'est un tout. Tout à fait. Et le message de fond derrière cette préparation minutieuse, tel que le guide le présente, c'est qu'elle est en elle-même un signal fort qu'on envoie au recruteur. Ça montre le sérieux, la motivation, l'organisation, le professionnalisme du candidat. C'est pas juste une liste de trucs à faire, c'est une démarche globale qui prouve un vrai investissement dans l'opportunité. Et donc, ça augmente considérablement les chances de laisser une bonne impression, une impression durable. Chaque étape bien faite construit cette image de candidat compétent et engagé. L'objectif final de tous ces conseils, c'est donc bien de permettre d'aborder ces entretiens vidéo, qui sont devenus incontournables, non pas comme une épreuve, mais comme une chance de se présenter au mieux, avec confiance, avec sérénité. Comme le dit le guide, une bonne préparation, ça peut vraiment faire toute la différence. Et peut-être pour ouvrir un peu la réflexion, au-delà de ce guide qui est très pratique, il y a une question qui reste. Si toute cette préparation technique et logistique vise à créer les meilleures conditions, comment l'authenticité profonde d'un candidat, ce petit truc unique qui fait sa personnalité, comment est-ce que ça peut vraiment passer à travers l'écran? Est-ce que ce filtre numérique, malgré tous nos efforts, ça change fondamentalement la perception de cette authenticité par rapport à la richesse d'une rencontre en face à face? C'est une question intéressante, je trouve, sur la nature même de ces échanges par écran interposé. C'est une excellente réflexion pour terminer notre discussion d'aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. On espère que ces éléments tirés du guide vous seront utiles dans vos démarches. À très bientôt.